sur Public Sénat. Bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat. Mardi soir, Philippe Poutou, le candidat à la présidentielle du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, était en meeting à Nancy. Je vous propose de suivre son discours. Salut à toutes et à tous. Bon, c'est sympa d'être venu, vous avez dû hésiter, parce que ce soir, en même temps, il y a Sarkozy, sur la une. Ça a dû être dur, à savoir qu'est-ce qu'on fait, Voilà, donc c'est sympa. On va parler de la campagne directement, évidemment. C'est ce que je me dis tous les soirs en regardant la télé, c'est que la campagne est belle. Vous devez penser la même chose quand on voit les petits concours que sont tous les candidats, à savoir qui c'est qui est le plus proche du peuple, vous avez vu. Il y a Bayrou qui se sent proche des paysans, il y a Dupont-Aignan qui va voir des ouvriers, qui va même manifester sa solidarité envers le peuple grec. Et il y a Le Pen qui se revendique la candidate des ouvrières et en se montrant tout d'un coup défenseuse de la cause des gens les plus pauvres. On rappelle quand même vite fait que le Front National avait combattu le mouvement des retraites, qui avait traité de terroristes les ouvriers des raffineries, qui avait bloqué l'ensemble des raffineries sur la France. C'est en plus un parti qui n'a jamais été dans aucune bagarre sociale, ni pour les salaires, ni pour l'emploi, ni en défense des maternités, ni en défense des écoles qui ferment. Mais bon, ça ne fait rien. Le Front National, dans une démagogie sociale sans limite, ose aujourd'hui se dire le candidat des ouvriers, ou en tout cas de la population pauvre. Et puis, tout le monde joue un peu à ça. Et puis, le plus important, le plus rigolo, ou le moins rigolo, je ne sais pas, c'est Sarkozy, donc, qui s'est octroyé le prix du candidat du peuple, en découvrant à nouveau, comme il avait fait en 2007, cette France qui souffre, cette France qui se lève tôt et qui trime au travail quand ils ont eu du travail. Voilà, donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui encore, le culot n'a pas de limite et Sarkozy se présente du côté de cette population qui souffre. Et on se demande même comment ça peut passer, tout ce cirque-là. Et voilà, donc on est dans une configuration un peu particulière pour nous, NPA, parce que du coup, on se demande de quoi on est candidat, vu qu'il y a une sacrée concurrence pour le peuple. Alors, ce que j'avais dit à une émission, c'est que si Sarkozy est le candidat du peuple, et nous, du coup, on devient peut-être le candidat du CAC 40. Et c'est là où tout est inversé. Alors il y a ce côté cirque, parce qu'on les a vus tous à tour de rôle aller visiter des usines, parce qu'entre Petroplus, le Jabi, il y a aussi Arcelor, tous ces combats-là. Et heureusement d'ailleurs que ce sont les salariés qui se battent pour faire entendre leurs problèmes, pour montrer qu'aujourd'hui il y a des grosses difficultés au niveau des usines qui ferment, des licenciements et puis de l'aggravation donc de la situation sociale pour des millions de gens. Mais n'empêche que ces politiciens-là ne sont pas gênés, ils vont voir les ouvriers, puis ils vont avoir ou une solution, ou en tout cas ils vont montrer toute leur sympathie pour les gens qui essaient d'exprimer leur souffrance et essayer de changer les choses. Bon, ça fait partie aussi du cirque électoral. On y est habitué, chaque élection, c'est un peu ça quand même. Mais là, c'est vrai que ça prend un peu plus forte et du coup un peu moins supportable. Alors bon, les usines, ils y passent un coup, puis après, ils s'éternisent pas non plus, puis on peut dire qu'ils n'en parlent pas tellement non plus après à la télé. Mais bon, voilà, c'est donc ce petit cirque auquel on participe. Et puis à côté de ça, il y a toute la démagogie, ou en tout cas là où ils se retrouvent un petit peu plus facilement, c'est les sujets de diversion. Parce que c'est vrai qu'il y a la pauvreté, la précarité, une situation difficile et de plus en plus difficile pour des millions de gens. Mais là, ils sont pas très à l'aise, ils y vont, ils font quand même ceux qui sont copains avec le peuple. Mais après, là, il y a un autre terrain où ils sont plus à l'aise, c'est celui des sujets de diversion. Et là, il y en a un qui est pas mal en ce moment, c'est la viande halal. Ça a atteint des sommets extraordinaires, puisque Sarkozy a dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'avez entendu, certainement, il a dit que c'était le premier sujet de préoccupation des Français. Voilà, c'est d'où vient la viande, comment la bête est tuée. Bon, voilà, ça dit tranquillement. On aurait pu penser que le problème pour les gens, c'était plus d'avoir du steak dans son assiette plutôt que de savoir d'où ça venait. Mais n'empêche que c'est ça. Et puis à côté, il y a Fillon qui déclare que ce serait bien quand même que les religions revoient un peu les méthodes d'abattage des bestiaux. Et donc en faisant lui aussi un problème hyper important. Donc voilà, on se demande si la droite est en train de péter les plombs, ou face un peu aux sondages qui sont un peu délicats pour eux, ou alors si c'est vraiment un calcul conscient
comment dire, de démagogie en sachant qu'ils vont déraper sur des logiques islamophobes ou racistes, anti-immigrés. C'est pas trop ce qui est maîtrisé ou pas là-dedans, mais en tout cas on voit bien quand même toute une politique qui contribue à évacuer la question de la crise, évacuer la question de l'appauvrissement de la population, et puis évidemment cette question de fortune qui s'agrandissent de l'autre côté. Donc voilà, il y a ce sujet-là. C'est pas le seul, mais je crois qu'il y en avait un autre sujet de diversion. Mais enfin bon, donc voilà, ça c'est l'exemple typique du moment. À côté de ça aussi, on voit bien comment il y a la volonté de sortir de cette question sociale en allant sur le terrain de la sécurité, du sécuritaire. Alors on voit la belle bataille entre le Front National et Sarkozy, à savoir celui qui sera le plus à même de régler ce problème de délinquance, ce problème de voyous, puisque c'est encore Le Pen qui a discuté comme ça à Marseille hier ou avant-hier, je ne me rappelle plus. En mélangeant tout évidemment, c'est-à-dire finalement on s'en prend allègrement à la jeunesse des quartiers populaires qui souffrent du chômage, de l'humiliation quotidienne, du mépris social, ça fait rien, ça devient des voyous, ça devient des truands et d'ailleurs les règlements de compte qu'il y a à Marseille, tout est mélangé. Donc on voit là aussi là, le vrai visage du Front National, mais le vrai visage aussi de l'UMP qui derrière court après, enfin on ne sait pas trop qui court derrière l'autre d'ailleurs sur ces sujets-là. Mais on voit bien aussi tout ce mépris social et comment le vernis un peu, on est du côté des pauvres, du côté du peuple, il éclate vite et laisse place à tous ces préjugés réactionnaires de ces politiciens qui sont évidemment du côté des riches et qui ont comme pour seule préoccupation de diviser les opprimés par des tas de sujets à la con et notamment des sujets qui concernent les discriminations, le racisme. Et là, de ce côté-là, on les sent beaucoup plus à l'aise. Donc voilà, ça c'est la campagne à laquelle on a droit. Je ne parle pas toujours bien, c'est pas bien grave. Et donc l'idée c'est ça, c'est comment fuir les sujets principaux. Et donc derrière encore une fois, c'est le schéma classique d'une campagne électorale, c'est-à-dire on s'occupe de tout, surtout ne bougez pas, ne vous inquiétez pas, en votant pour nous, vous aurez telle ou telle chose. Et nous, justement, ce qu'on a envie de dire dans cette campagne, c'est tout l'inverse. Et c'est pour ça que c'est hyper important qu'il y ait... vous avez bien connu le facteur, le simple facteur Olivier Besancenot. Aujourd'hui, ça change un petit peu, c'est un simple ouvrier. Mais c'est le même message qu'on veut faire passer. Un petit problème technique. Et c'est le même message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire celui tout simplement de cette idée qu'il faut absolument qu'on fasse de la politique nous-mêmes, qu'on prenne nos affaires en main. Parce que le monde des politiciens, on le voit, c'est toujours ces histoires de promesses, de démagogie envers les populations juste au moment des élections. Parce qu'une fois que l'épisode électoral est passé, on retrouve ce mépris, cette ignorance de la souffrance des gens, cette ignorance de tout un camp social, du camp des opprimés qui aujourd'hui subit de plein fouet la crise. Donc voilà, on se retrouve dans ces rapports-là. Et justement, nous, on a envie de dire qu'il faut se débarrasser des politiciens, en tout cas ne plus faire confiance pour ceux qui ont déjà fait confiance, parce qu'on n'est pas tous avoir fait un monde, ou en tout cas ça fait longtemps pour certains qu'on ne fait plus confiance dans les politiciens. Mais ce qui est hyper important, c'est ça, c'est qu'il faut que le camp des opprimés se fasse représenter par lui-même. Il faut qu'on fasse de la politique, qu'on prenne nos affaires en main. Et ça, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'on essaie de discuter aussi de la question politique, de la question démocratique. Il faut discuter d'une démocratie réelle par en bas, d'une démocratie directe. Il faut aussi poser les problèmes d'une population qui s'occupe de ses propres affaires, qui discute d'écologie. Par exemple, la question de ce qu'on est allé voir ce matin, là, où une partie de réseaux militants essaie de combattre la mise en place d'un centre de déchets, d'enfouissement de déchets nucléaires. Mais c'est aussi ceux qui se battent contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes du côté de Nantes, contre un aéroport qui aura des conséquences écologiques néfastes, puisque ça va détruire des terres vivrières, ça va détruire des emplois agricoles, et des projets qui sont juste... qui rendent juste service à des multinationales comme Vinci. Voilà, donc il y a une population qui se bat contre. Il y a aussi, je cite quelques exemples comme ça. La défense de la maternité des Lilas à Paris, la défense du centre IVG Tenon, de l'hôpital Saint-Antoine. Voilà, il y a pas mal de batailles comme ça, comme celle de Carré en Bretagne. Heureusement que la population, avec les salariés, résiste. Et cette question-là, c'est tout simplement de refuser la résignation, de refuser ce qu'on nous présente comme une chose inévitable, parce que comme ça, il y aurait des règles économiques qui feraient qu'on ne pourrait pas l'éviter. Si, il faut que la population se mêle de tout ça, il faut qu'elle défende ses propres intérêts. Donc ça veut dire défendre son service public, défendre son hôpital, son école, son bureau de poste, et défendre ou en tout cas empêcher après tout ce qui peut être des projets dégueulasses. Et donc juste pour reparler de la question du centre de déchets nucléaire.
Donc voilà, il faut qu'on fasse de la politique et c'est un des sens de notre présence dans ces élections-là et un des sens aussi du bouquin qui est sorti, qui essaie de discuter de la dignité populaire en réponse au mépris social. Parce qu'on ne peut pas juste constater qu'il y a du mépris social, on ne peut pas juste dire « Ah ben ouais, on est écrasé, on est humilié et tout ça ». Il y a aussi cette question comment on s'en sort, comment on se libère de ça. Ben, c'est cette question qu'il faut qu'on relève la tête, qu'on retrouve confiance dans nos propres forces. Et c'est dans le collectif que nous sommes des millions d'opprimés. Il faut faire un barrage contre toutes les idées pourries, toutes les idées qui peuvent diviser le monde des opprimés, parce qu'on sait très bien, la question c'est pour régner, il faut diviser, et c'est toutes ces idées-là qu'il faut qu'on arrive à combattre. Et c'est donc complètement lié à cette question qu'on prenne nos affaires en main, qu'on fasse de la politique nous-mêmes. Donc ça, c'est un truc qui est hyper important dans la campagne. Ça sera un des sens de ce qu'on a envie de dire lors de ces élections-là. Alors, ouais, hyper important parce que derrière le cirque électoral où on voit qu'il y a pas mal de candidats qui s'amusent un peu à faire le concours du plus proche du peuple, ben derrière, on le sait très bien, hein, c'est qu'on est en pleine crise et que le seul problème qu'ils vont avoir tous, à peu près tous, hein, je ne vais pas mettre tous dans le même sac évidemment, après on discutera de notre camp en nous, hein, la gauche de la gauche, hein, où là je ne vais pas, mais tout le reste des politiciens, il y a quand même derrière cette volonté d'appliquer une politique libérale pour écraser d'abord moralement et psychologiquement pour empêcher toute résistance, il faudra écraser les populations et puis après derrière évidemment c'est l'écrasement économique où il va falloir de plus en plus soutirer de richesses du côté de la population pour aller les drainer vers les plus riches. Donc là il y a une politique qui est particulièrement dangereuse, on est en plein dedans, on le voit depuis au moins 6 mois avec cette propagande quotidienne hein, qui a démarré de la crise de la dette grecque, hein, où on nous a fait tout un speech sur le triple A. Enfin, maintenant, on a tous oublié, hein, mais vous vous rappelez, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'était quand même le drame à éviter absolument. Et si on perdait le triple A, ben, c'était la zone euro qui s'écroulait, c'était même la monnaie euro qui disparaissait complètement, c'était l'Europe qui se cassait la gueule avec une envolée du chômage et tout ça. Ben là, ben, le triple A, on l'a perdu quand? Ça fait 2 mois à peu près, c'était un 13 janvier. Donc ben voilà, ben on a bien vu que finalement c'était pas si grave que ça, et même pas du tout grave, puisque la bourse, les semaines qu'on suivi, c'était le CAC 40 qui a augmenté de plus de 5% dans les jours qu'on suivi, et les banques ont retrouvé confiance dans les événements. Et donc voilà, c'est pour dire, c'est quand même révélateur de tout le pipeau qu'on nous a sorti. Et derrière ce pipeau-là, il y a quand même la réalité, c'est celle de vouloir nous faire payer une crise. Et là, de ce côté-là, il y a une politique libérale qui est en place depuis un moment, mais qui va s'aggraver. Et je pense notamment avec le message de Sarkozy sur la TVA sociale, par exemple, hein, où là, on voit qu'on va direct à une attaque frontale donc contre le système de protection sociale, parce que ça fait déjà quand même très très longtemps ça, que les recettes classiques, ce sont celles de permettre aux patrons de payer moins de cotisations sociales. Et bien là, on va vers une attaque supplémentaire, puisqu'il s'agit d'effacer complètement la partie cotisation sociale sur la famille. Et donc la transformer direct sur une augmentation de la TVA. Et là, c'est encore plus simple, c'est-à-dire ce que les patrons ne paieront pas, c'est l'ensemble de la population qui va le payer. Et là, on peut être sûr que c'est qu'une étape sur la remise en cause complète tout simplement de la sécurité sociale, donc de la protection sociale, et ce qu'on appelle le salaire différé ou le salaire socialisé, parce que vous savez tous que quand même les cotisations sociales, c'est ce qui nous permet d'avoir une couverture maladie, ce qui nous permet d'avoir des retraites et des indemnités chômage. Voilà, ce que les patrons et le gouvernement appellent des charges sociales, ben nous, ce sont des cotisations, et donc le sens, il est clair, c'est nous reprendre tout ce qui reste à prendre. Et voilà tout le sens de la politique actuelle, et c'est ça qui va être très dangereux pour nous. Donc, on l'a vu aussi dans la propagande, c'est qu'il y a d'abord nous mettre dans la tête qu'il faut accepter ces cotisations sociales qui diminueraient. Et puis après, il y a tout ce qui est fait sur l'assistanat, toute la propagande, hein, essayer de faire culpabiliser les gens, essayer de leur faire croire que finalement, s'il y a du chômage, c'est un peu de leur faute, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de force pour résister, et puis pour tenir et trouver du boulot. Voilà, c'est encore une fois tout le mépris social, et ils en rajoutent des couches. Il y a aussi la question de la fraude, hein, vous vous rappelez, hein, tous ces discours sur la fraude au niveau de la CAF, au niveau des arrêts maladie, parce que évidemment, quand on bosse, c'est parfois dur, et ça, ils n'en parlent jamais, de la souffrance au travail, parce que là, d'ailleurs, quand on parle du coût du travail,
ils parlent toujours évidemment du coût pour le patron, d'essayer de réduire ce coût-là parce que c'est absolument nécessaire pour eux pour arriver à être concurrentiels. Mais le coût du travail, ce qu'on pourrait dire, c'est le coût humain du travail parce que depuis le temps qu'ils licencient, qu'ils suppriment les emplois, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ceux qui ont la chance, entre guillemets, de garder un boulot, eh bien, ils se retrouvent confrontés à une surcharge du travail, à du sous-effectif en permanence. Et c'est le cas notamment des hospitaliers, puisque ça a été mis en avant par des conflits du côté des infirmières ou des aides-soignantes. Une surcharge de travail considérable qui rend le travail très, très, très compliqué, où des gens craquent, où des gens viennent à ne plus du tout tenir le coup. Et ça se traduit dans les cas les plus dramatiques par des suicides, hein, que ce soit dans les services publics ou dans des usines. Hein, on a ce problème-là. Donc voilà, c'est révélateur de la difficulté qu'il y a au travail. Donc le coût du travail, il est humain. C'est cette dégradation-là, c'est cette surcharge de travail, et puis ce côté destruction physique, on connaissait, parce que les TMS, vous savez peut-être, hein, c'est l'usure par la répétition des gestes qu'on connaît beaucoup dans les boulots dès que les cadences augmentent, mais c'est aussi l'usure psychologique. Tellement ils veulent détruire les collectifs de travail, tellement ils veulent mettre en place des régimes, on va dire, entre guillemets, autoritaires dans les entreprises. Bon, tout ça, ça se paye très cher pour nous. Et ça, si on devait parler d'un coût du travail réel, ce serait celui-là qu'on mettrait en avant, évidemment. C'est la destruction de la santé des gens aujourd'hui qui bossent. Donc voilà, mais ça n'empêche qu'il y a toute une propagande quand même pour faire croire que les gens finalement se laissent aller et ils tricheraient sur les arrêts maladie, donc et sur toutes les petites fraudes. Alors sur les fraudes, c'est 2 milliards d'euros, hein, ça représenterait en tout, hein, visiblement la fraude sociale, mais cette fraude-là. Et ils parlent jamais de la fraude des capitalistes et des entreprises, hein, qui elles seraient autour de 30 à 40 milliards d'euros. Et dans cette fraude-là, c'est toute la triche qui est faite sur la non-déclaration des accidents du travail, sur la triche qui est faite aussi en ce qui concerne les maladies professionnelles, hein, où vous savez que non seulement il y a celles qui pourraient être reconnues avec les tableaux existants, mais qui sont pas reconnues parce que les patrons font tout pour empêcher la reconnaissance, mais c'est surtout qu'il y a des maladies professionnelles qui devraient être inscrites dans des tableaux qui n'existent pas aujourd'hui. Donc voilà, il y a une grosse triche là-dessus. Et de ce côté-là, c'est notamment la question de l'amiante, hein, qui est un des aspects, qui est une des plus dramatiques aujourd'hui, parce que ce sont des milliers de gens qui meurent. Et c'est pas fini parce que les chiffres sont affolants. Mais voilà, donc là on a l'exemple d'escroquerie patronale et qui concerne donc des milliards d'euros qui rentrent pas dans les caisses de la sécurité sociale. Donc là, il y a une réelle fraude et qui est jamais dénoncée par le gouvernement actuel. Donc donc là, sur la question de la pression qu'ils mettent sur nous, il y a après sur la question des richesses qui existent. Là, je sais pas, vous avez vu l'actualité récente, c'est parti de ce que Hollande proposait sur cette histoire d'impôt pour les plus riches, hein, rajouter une dernière tranche, enfin, 2 tranches de plus, mais la sixième, il y a 5 tranches, donc la 7e tranche qui rajouterait, elle taxerait les revenus à 75%, enfin la dernière tranche, donc le taux maximum. Et là, on a vu la réaction des patrons. Il y a Seyer qui est revenu. Je ne parle pas des footballeurs, hein, qui sont inquiets pour leur fin de mois, mais je vais parler uniquement des capitalistes. Donc on a vu de suite ces interventions en disant mais c'est quoi ce truc, c'est du n'importe quoi, mais où on va, si on fait ça, les gens vont s'en aller, enfin les plus riches évidemment, hein. Et c'est scandaleux, c'est du n'importe quoi, enfin Fillon qui est intervenu là-dessus, enfin on voit un truc qui surprend un petit peu, hein, tellement c'est dit grossièrement et tellement c'est indécent, parce que on se rappelle tous quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le gouvernement lui-même parlait d'une taxe Tobin, hein, mais c'est tellement plus facile d'en parler quand c'est pas du tout concret, en disant ben voilà, ce serait bien qu'on taxe un peu les revenus financiers, pourquoi pas, ça en parle beaucoup moins aujourd'hui, hein. Et on se rappelle aussi que cet été, c'était les patrons français comme les patrons américains, hein, qui avaient déclaré, enfin d'ailleurs c'était le titre du manifeste, hein, c'était taxez-nous. Et c'était signé par pas mal de patrons du CAC 40 en disant bon voilà, on est prêt à participer à l'effort de guerre parce que c'est vrai qu'il y a une dette, il va falloir qu'on paye peut-être un petit peu plus pour l'instant. Bon, ben, on s'aperçoit que c'est pas surprenant, mais on s'aperçoit que c'était complètement du flanc, parce que dès qu'on commence à discuter peut-être un peu concrètement de la répartition des richesses par une fiscalité qui s'en prendrait un peu plus aux plus riches, là ça devient complètement inacceptable. Et donc c'est tout le sens des déclarations de ces derniers jours. Donc voilà, mais derrière cette attitude-là, c'est encore une fois une pression qui est faite, puisque c'est ce chantage en disant si on nous prend un peu trop d'argent, nous on va s'en aller.
Hein, ça rappelle presque la crainte de l'arrivée des chars soviétiques quand Mitterrand avait gagné en 81, hein, où Rothschild et compagnie menaçaient de partir en exil politique et économique si jamais la gauche gagnait. Et là, on se retrouve un peu avec ce rapport-là, mais derrière, c'est un rapport de chantage, c'est un rapport en disant, mais finalement, l'économie, elle ne peut pas tolérer ça, parce que c'est eux qui créent les richesses, c'est eux qui dirigent l'économie, c'est eux qui peuvent faire fonctionner tout ça. Il est hors de question de s'en prendre à eux, parce que finalement, ça déréglerait encore une fois l'économie, ça aurait des conséquences graves. Donc voilà, derrière, ça reste une grosse propagande, toujours pareil, cette idée de nous enfumer, cette idée de nous faire croire que finalement c'est comme ça que ça doit marcher, ça peut pas être autrement. Et voilà, donc c'est tout ça aussi qu'on a évidemment envie de dénoncer, parce que la crise, finalement, on nous parle de crise, de baisse de production, de baisse de marché, de perspectives noires, et puis d'ailleurs, hein, on nous parle de récession, hein, pour le premier semestre, enfin les 2 premiers trimestres de 2012. Donc voilà, c'est cette crise-là. Mais justement, des fois, on a quand même un peu de mal à mesurer ce que ça signifie la crise. Et là, je vais parler de 2 aspects de la crise. Le premier, vite fait, hein, c'est ce que nous on vit dans la majorité de la population, hein, c'est le chômage, la précarité, la pauvreté, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a pratiquement 9 millions de personnes en France qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est 900 et quelques euros, 950 à peu près. Mais alors, donc, il y a 8 millions, plus de 8 millions de gens qui vivent en dessous. Il faut savoir que beaucoup vivent en dessous de 600 euros, et notamment des retraités, hein, qui ont bossé toute leur vie. Ça n'empêche qu'il y en a qui ont des retraites misérables. Et je parlerai un exemple là, qui est touchant. C'est les Chabanis, ce sont des vieux papis marocains pour l'essentiel du côté de Perpignan, parce que je suis allé à Perpignan il n'y a pas longtemps. Et donc c'est des gens qui ont été chercher, enfin qu'on est allé, enfin que la France est allée chercher au début des années fin 60, début 70 au Maroc. Il y avait des réseaux bien mis en place pour répondre aux besoins des patrons du bâtiment essentiellement, mais aussi de l'agriculture. Donc ce sont essentiellement des Marocains du côté de Perpignan. Ils ont passé toute leur vie, depuis 70 jusqu'à maintenant, toute leur vie à bosser ici, mais bien souvent non déclarés. Et ils se retrouvent aujourd'hui donc avec des retraites qui tournent pour beaucoup en dessous de 100 euros. Ils ont des retraites de 20 euros, de 30 euros, parce qu'en fait, ils ont très peu de trimestres cotisés, alors qu'ils ont bossé tout le temps. Et ils se retrouvent avec une complémentaire qui fait qu'ils ont des retraites à 600 euros, mais même 500 euros, 300 euros. Et là, le pire qui est en train de se passer, c'est que non seulement ils ont pratiquement rien en retraite, qui fait qu'ils sont obligés de vivre dans des conditions très limites, avec des aides au logement, enfin, mais c'est surtout que quand ils rendent visite à leur famille, qu'ils n'ont pratiquement pas vu pendant 40 ans, mais dès qu'ils passent la limite de 30 jours passés en Maroc, hop, ils perdent tout. Et là, il y a une mesure qui est mise en place par la CAF, ils récupèrent les sous, et maintenant, je suis un peu long là-dessus, mais c'est pour vous dire la saloperie quand même de ce qui se passe. Et bien ces gens-là, ils se retrouvent donc avec des retraites en dessous, enfin plus que leur retraite, hein, qui est donc 20 euros pour certains. Il y en a un, c'est 20 euros par mois. Et ils perdent tout le reste, toute la complémentaire, parce qu'en fait c'est conditionné donc à la présence sur le territoire français. Et donc il y en a, c'est pire, c'est que la conséquence est logique, c'est que ceux qui ont touché leur retraite pendant des années, et bien maintenant il faut ils rendent cet argent-là. Et donc il y en a, ils ont vous savez, quand on fait un crédit, on a, je sais plus comment ça s'appelle, la liste tous les mois, ce qu'on rembourse jusqu'à l'échéancier. Et bien il y en a, c'est jusqu'à 100 ans, 110 ans, il va falloir qu'ils remboursent. Et ça, c'est un exemple de travailleurs marocains qui ont bossé toute leur vie, mais qui ont vraiment bossé, quoi, qui ont bossé au noir, malheureusement, et c'est là où ça se paye très cher par la suite. Voilà. Donc ça, c'est l'exemple donc d'une situation sociale qui est complètement dingue pour des millions de gens. Et seulement, j'ai perdu le fil avec cette histoire. Ouais, les meilleurs, ouais, c'est ça, ouais. Non, voilà, c'était la situation sociale pour des millions de gens. C'est pour montrer que donc il y a des retraités. Donc ça, c'est un exemple particulier. Mais enfin, beaucoup de retraités, cette fois, on va dire français, qui ont fait des boulots déclarés, gagnent quand même 600, 700 euros. Voilà, c'est une situation qui est misérable. Et ça, c'est une crise qui touche donc des millions de gens. Donc voilà, la crise, c'est ça. C'est cette pauvreté-là. C'est cette difficulté de trouver un boulot. C'est la précarité, évidemment. Et puis à travers la précarité, bien souvent, c'est l'humiliation. C'est cette peur du lendemain. C'est savoir comment on va se démerder. Donc c'est ça qu'on vit. Et je dirais d'ailleurs par rapport à la précarité que c'est, même s'il y a une partie qui a été faite là-dessus, c'est les premiers en ligne de mire, c'est la jeunesse et les femmes qui se retrouvent bien souvent dans les premières en difficulté. Et à côté de ça,
eh bien, on voit qu'il y a aussi le démantèlement des services publics, parce qu'on peut discuter de ce qu'on n'a plus comme argent ou de ce qui fait que la vie est de plus en plus dure, mais à côté de ça, il y a le démantèlement des services publics qui fait qu'aujourd'hui, encore une fois, ce sont les milieux les plus populaires, les plus en difficulté, qui vont être victimes de l'absence d'un bureau de poste, de l'absence d'un hôpital, d'une maternité qui ferme. Entre parenthèses, ce sont 846 maternités qui ont fermé depuis 1975. Donc c'est pour vous faire mesurer l'ampleur du dégât. Et à côté de ça, c'est 179 centres d'interruption volontaire de grossesse qui ont fermé ces 10 dernières années. Donc voilà, c'est pour dire le démantèlement du service public au niveau de la santé, mais après il y a le démantèlement du service public au niveau de l'éducation nationale. Bon, ça a été dit, je ne vais pas rappeler, mais voilà, ce sont des 80 000 postes supprimés ces 5-6 dernières années, et ça a des conséquences évidemment très graves sur le fonctionnement des écoles, des lycées, des collèges. Et on voit que ce service-là n'est plus en capacité de répondre aux besoins de la population, et ça touche plus difficilement encore les quartiers populaires ou les gens qui sont démunis par la crise. Donc voilà, ça c'est la crise qu'on vit aujourd'hui, et qu'on sait que ça se passe comme ça et que c'est pas fini de se dégrader. Et à côté de ça, c'est cette crise-là, mais là c'est moins triste et on va un peu se détendre, c'est la crise du côté des riches. Et alors, donc là aussi, quelques chiffres intéressants, parce que pour eux c'est dur, hein, on l'entend quand même souvent. Et bien, par exemple, les profits du CAC 40. Donc cette année, c'est 87 milliards d'euros pour les 40 plus grosses entreprises cotées en bourse en France. 87 milliards d'euros à comparer à l'année précédente. Là, c'est les chiffres de 2010. En 2009, c'était 82,5 milliards d'euros. Donc on se dit qu'il n'y a pas beaucoup de progrès, finalement plus 4,5 milliards, c'est pas énorme, mais c'est quand même dans une situation où l'économie française, enfin c'est ce qu'on nous dit, hein, il y a un ralentissement économique, on est proche de zéro de croissance. Donc dans ce contexte-là, on voit que les profits augmentent, mais le plus dingue, c'est pas tellement les profits, parce que c'est la part qui est distribuée sous forme de dividendes. Et en 2010, c'est rien que pour le CAC 40, c'est 43 milliards d'euros qui sont distribués sous forme de dividendes aux actionnaires. Et l'ensemble des dividendes distribués en France en 2010, c'est 100 milliards d'euros. En entreprises financières et non financières. Donc c'est pour faire mesurer quand même 100 milliards d'euros distribués uniquement sous forme de dividendes. Donc c'est ça la crise pour le monde capitaliste. Et après, il y a l'autre chose, on en a entendu parler, hein, c'est les revenus des dirigeants du CAC 40, où on a vu, hein, c'était une augmentation de 35% pour l'ensemble des dirigeants du CAC 40 entre 2009 et 2010. Et cette augmentation de 35%, elle débouche sur des revenus. Là, on ne parle pas de fortune, on parle de revenus sur uniquement l'année 2010. C'est le PDG de L'Oréal, plus de 10 millions d'euros. Et donc après, la moyenne, je crois que ça tourne autour de 4 à 5 millions d'euros de revenus pour les dirigeants. Donc c'est pour dire, et c'est 35% d'augmentation, mais ça correspond en fait à 240 fois le SMIC. Donc voilà, c'est pour l'échelle des valeurs. Et c'est-à-dire qu'un patron du CAC 40 moyen, hein, on ne parle pas du plus gros, on va faire la moyenne, en 2 mois de revenus pour un patron du CAC 40, en 2 mois, en fait, il faut qu'un SMICard travaille 41 ans pour gagner l'équivalent de ce que gagne un patron en 2 mois. C'est pour faire pareil, c'est l'échelle des valeurs et c'est pour montrer ce que c'est que la crise, donc, dont on nous parle beaucoup. Et voilà, donc c'est d'un côté ces fortunes-là. Et alors les fortunes, je vais parler des 3 premières fortunes. C'est juste comme ça, c'est quelques chiffres, c'est intéressant. Hein. C'est la famille Arnault qui possède LVMH, hein, donc c'est 22 milliards d'euros. Ça, c'est les fortunes en tout, hein, c'est pas le revenu. Après, en tout, on ne sait pas trop parce qu'ils ont aussi des tas de moyens de ne pas tout déclarer. Le deuxième, juste derrière, c'est la famille Mulliez qui possède des magasins Auchan, 21,5 milliards d'euros. Et en troisième position, vous la connaissez tous, c'est Bettencourt, hein, 17,5 milliards d'euros. Voilà, donc ça c'est. Après le Bolloré qui est 10e, c'est 4,8 milliards d'euros. Et puis après, on a Martin Bouygues, un autre ami de Sarkozy, qui lui qui a une fortune de 2,5 milliards d'euros. Alors après, pour comparer, c'est pareil, je vais reprendre le chiffre de Bolloré avec 4,8 milliards d'euros. C'est en imaginant qu'on ait un salaire de 2 000 euros, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et 2 000 euros, mais on ne dépense rien. Eh bien, il faudrait 160 000 années de travail pour arriver à la fortune de Bolloré. Donc voilà, c'est pour dire que quand on nous dit que des gens ont travaillé dur pour gagner ça, ils ont dû vraiment travailler très dur, 160 000 ans pour arriver à l'équivalent.
Donc voilà, c'est pour dire aussi, encore une fois, l'échelle de valeur et de montrer que ces fortunes indécentes, là on parle des capitalistes évidemment, de ceux qui dirigent les entreprises, de ceux qui exploitent et de ceux qui justifient auprès de millions de salariés le fait de se serrer la ceinture, le fait d'accepter des plans de licenciement parce que la crise est là, parce que la concurrence, parce que les temps sont durs, voilà. Donc c'est ce discours-là qu'on a. Donc voilà, donc nous ce qu'on voit, c'est que les moyens existent largement pour mener une autre politique. Et c'est là le deuxième sens de notre présence dans cette campagne électorale, c'est de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas que l'austérité dans la vie et les plans de rigueur, il y a aussi une politique sociale qui peut être menée, mais ce n'est pas une question d'impossibilité technique ou le fait qu'un système économique ne le permettrait pas, c'est tout simplement une question de choix politique. Et ce choix politique-là, ça veut dire évidemment qu'il faudra l'imposer. Alors nous, on défend un programme qu'on appelle le programme économique et social d'urgence, qui regroupe des mesures d'urgence qui sont des réponses à l'urgence sociale. Alors c'est pour ça qu'on met en avant ce qu'on appelle un bouclier social. Le bouclier social, c'est de dire aujourd'hui il faut augmenter les revenus de tout le monde. Alors les revenus, c'est pas que les salaires, c'est aussi les pensions retraite, les pensions invalidité, c'est tout ce qui permet de vivre à la majorité de la population. Donc il faut au moins augmenter de 300 € pour tous. Il faut un SMIC aussi, un SMIC qui soit largement supérieur à ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui c'est 1100 € net, hein, je parle en net. Il faudrait qu'il soit au moins à 1700 €, parce qu'en dessous, on ne peut pas vivre, ou alors on vit trop difficilement. Donc après, c'est évident, on entend toujours, ah ouais, mais si c'est 1700 € de SMIC, et si c'est 300 € d'augmentation pour tous, mais comment on peut payer tout ça? Bon, mais voilà, je ne vous refais pas l'histoire du pognon qui existe aujourd'hui, mais donc je finis sur le bouclier social, donc augmentation des revenus, un SMIC qui est largement augmenté, et puis surtout l'interdiction des licenciements et l'arrêt des suppressions d'emplois dans les services publics. Il faut stopper cette logique de précarité, d'aggravation du chômage, et ça passe évidemment par la réduction du temps de travail. Tant qu'il y aura du chômage, tant qu'il y aura de la précarité, il faut partager le travail entre tous, et ça signifie donc imposer une diminution du temps de travail, contrairement à ce qu'on nous raconte aujourd'hui qu'il faudrait bosser plus parce qu'on vivrait plus longtemps. Tout ça, c'est du baratin. C'est mensonger, parce qu'en réalité, ceux qui vivent plus longtemps, c'est les gens qui ont un peu plus d'argent, et ceux qui souffrent aujourd'hui de la crise, ceux qui sont les catégories socio-professionnelles les plus basses, elles ont une moyenne d'espérance de vie qui est inférieure de 7 ans par rapport à celle des cadres. Donc voilà, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien nous raconter. Donc nous, on défend évidemment la diminution du temps de travail, et on défend le retour à la retraite à 60 ans avec les 37,5 annuités pour tous, ce qui existait en 93, le début des grosses attaques contre les retraites. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bouclier social, et les moyens financiers existent, mais seulement il faut des outils pour récupérer l'argent qui est parti du côté des capitalistes, et c'est pour ça qu'il faut mettre en place une fiscalité anticapitaliste, c'est-à-dire en fait annuler toutes les réformes fiscales qui ont été faites ces dernières années, de manière à annuler tous les avantages fiscaux, et annuler évidemment tous les cadeaux fiscaux, parce qu'en plus des réformes fiscales, il y a ce qu'on appelle les niches fiscales, qui sont des dérogations, des moyens pour les plus riches de ne pas payer parce qu'ils embauchent par exemple des smicards, parce qu'ils embauchent du temps partiel, parce que voilà, il y a des tas de raisons aujourd'hui pour un capitaliste de payer moins d'impôts. Donc il faut évidemment supprimer tout ça. Et ce qui voudrait dire que annuellement, si on revient sur les réformes fiscales sur les 20 dernières années, et si on annule toutes les niches fiscales, l'État retrouverait dans ses caisses à peu près 150 milliards d'euros à l'année. Ouais, bon, après il y a des chiffres, ça dépend, non mais c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs chiffres, et ça dépend ce qu'on englobe dedans ou pas. Donc on va dire autour de 150 milliards, pour pas faire de surenchère, comme ça on est dans l'hypothèse basse. Mais c'est pour dire quoi que. Et donc le lien direct est fait avec la question de la dette, parce que quand on nous parle de cette dette qui est aujourd'hui énorme, évidemment elle a explosé, parce que sous Sarkozy la dette elle a augmenté de 600 milliards d'euros, rien qu'en 5 ans. Aujourd'hui elle monte à peu près à 1800 milliards d'euros. Donc cette dette, elle est le résultat de cette politique qui a été menée délibérément en faveur des plus riches. Et c'est exactement la même politique qui a été menée en France ou dans l'ensemble des pays. Et c'est les mêmes tendances qu'il y a eu, c'est-à-dire la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse de l'impôt pour les plus riches, la baisse de l'ISF, enfin, tous ces trucs-là ont diminué. Ça a été la même politique de dérogation fiscale, de dérogation sur les cotisations sociales, c'est exactement la même chose. Et on s'aperçoit qu'au fil des années, l'État a diminué ses recettes de 100 milliards à peu près en moyenne au fil des années.
Et du coup, ben, évidemment, l'État diminuant ses recettes tout en maintenant à peu près un même niveau de dépenses, eh ben, c'est l'endettement qui explose puisqu'il faut emprunter. Et où c'est qu'ils empruntent? Ah ben tiens, après avoir fait un cadeau aux plus riches en leur permettant de moins payer d'impôts et de faire des dérogations sociales, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'ils vont emprunter sur le marché privé du côté des banques, et donc double cadeau, puisque après, ils remboursent à des taux d'intérêt largement supérieurs à 3%, enfin encore que ça dépend des pays. Et donc voilà, c'est qu'on voit ce mécanisme bien en place de l'endettement qui rapporte aux plus riches, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben c'est ça qu'on veut nous faire payer à nous. Donc on dénonce cette dette-là et nous on pense qu'il faut l'annuler et puis commencer immédiatement par arrêter le paiement des intérêts de la dette. Hein, c'est à peu près 50 milliards d'euros à l'année. Voilà, donc ces 50 milliards, ils doivent être récupérés et ils doivent servir à répondre à l'urgence sociale. Donc voilà, là on a des outils pour récupérer l'argent, puisque en fait, grosso modo, sur les 25 dernières années, c'est 10% du PIB qui est passé des poches des salariés vers les plus riches, vers les capitalistes, et ce qui correspond là, par contre, à peu près au chiffre de 200 milliards, puisque le PIB est de 1000 milliards. Donc voilà, donc là on retombe là, et nous ce qu'on dit, ben, c'est qu'en fait c'est pour ça que nous on a un programme qui coûte cher, mais ce programme c'est tout simplement celui de récupérer ces 10% là, et on peut financer toutes ces mesures sociales, et ça veut dire qu'à partir de là, ben, on redéveloppe les services publics, on remet tous les emplois qui ont été supprimés ces dernières années, on augmente les salaires, et on développe voilà, enfin, tout le système de santé, l'éducation nationale. Et voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont primordiales pour nous. Et c'est cet outil-là qu'il faut qu'on mette en place. Et à côté de l'annulation de la dette et du fait qu'on ne paye plus les intérêts de la dette, il faut aussi s'occuper des banques. Parce que si on doit laisser cet outil-là entre les mains des capitalistes, ça ne va pas fonctionner longtemps. Donc il faut enlever aux banques, enlever aux spéculateurs et aux banquiers leur outil qui servait justement à piller les richesses. Donc nous, on défend l'idée d'un service public bancaire, d'un monopole public bancaire. C'est-à-dire qu'il faut que tout le système bancaire soit public, sous contrôle des usagers et de la population, des salariés de la population, de manière à ce qu'on arrive à faire en sorte que les banques, elles jouent vraiment leur rôle, d'investir dans des choses utiles et de permettre de répondre aux besoins de la population. Et ça peut être qu'en libérant les banques de la logique de rentabilité, de la logique de spéculation, que ça peut se passer. Donc il faut vraiment exproprier et enlever cet outil-là entre des mains des capitalistes. Donc ça, ce sont les outils qu'on se donne pour arriver à une répartition des richesses. Et après, le dernier volet de notre programme qu'on met en avant, c'est une politique écologique. Et donc, c'est la question d'un service public de l'énergie. C'est ce qu'on défend aussi. Il faut absolument, pareil, rompre avec la logique de rentabilité, de productivité. Il faut mettre en place un véritable service public sous contrôle des salariés et de la population, de manière à ce qu'on puisse avoir une politique de production et de consommation de l'énergie qui répondent aux besoins sociaux et qui tiennent compte des problèmes écologiques de la planète. Donc c'est pour ça qu'il faut stopper le nucléaire le plus rapidement possible. Donc nous on dit qu'il faut sortir du nucléaire dans les 10 ans qui viennent au maximum. C'est possible, c'est une question aussi de choix politique, c'est pas une question technique. On voit bien tous les tenants des lobbying nucléaire qui disent mais non, mais c'est pas possible, c'est catastrophique, on pourra jamais produire de l'électricité si on fait ça, on va s'éclairer à la bougie et puis on perd des millions d'emplois, parce que là ils n'ont pas peur avec les chiffres, hein, ça part dans tous les sens. Moins préoccupés quand des usines ferment que quand c'est la question du nucléaire. Bon, en réalité c'est largement possible, sauf qu'après la question qui se pose, c'est une fois qu'on discute qu'il faut sortir du nucléaire, c'est pour les raisons du danger, hein, pour l'humanité, hein, c'est avec la question des déchets nucléaires, avec la question de Fukushima, on voit bien que cette énergie-là est trop dangereuse pour l'avenir de la planète, enfin pour nous maintenant, mais surtout pour les générations qui viennent, parce que ça se paiera très cher tout ça, les déchets, le démantèlement, enfin il y a plein de choses qui ne sont pas résolues, et puis la question pour la population japonaise, c'est pareil, on ne sait pas trop ce que ça va faire dans les mois qui viennent, en tout cas il y a quand même pas mal d'inquiétudes, donc il faut vraiment sortir du nucléaire, mais à côté de ça, il faut arriver aussi à discuter du développement des énergies renouvelables, et là ça veut dire forcément investir des milliards, avoir une politique volontariste qui permette de mettre en place toute une production qui remplace l'énergie nucléaire. Et puis, dernier volet de cette question écologique, c'est comment on peut réduire... j'aurais pu le faire moi-même, je n'ai pas vu. Comment on peut réduire le gaspillage d'énergie, parce qu'il y a un gaspillage énorme, il y a notamment 2 endroits où il y a des gaspillages énormes, c'est la question du chauffage dans les logements. Alors, parce que déjà, le chauffage électrique, c'est un système qui est très peu rentable.
d'un point de vue efficacité de chauffage et pas d'un point de vue capitaliste, c'est très peu rentable. Et en plus, avec l'insalubrité des logements, avec le besoin de rénover tout ça, on ferait beaucoup d'économies. Donc il faut vraiment une politique qui rénove, qui construise des millions de logements et qui permette de se sortir de ce gaspillage-là et puis en même temps de remplacer le chauffage électrique par d'autres systèmes de chauffage qui existent. Et là, je ne suis pas assez pointu pour développer des autres systèmes. Mais il y en a d'autres, ça je sais. Et je crois qu'il y a la géothermie, enfin bon, il y a d'autres systèmes. Et puis surtout, question économie d'énergie, il y a la question des transports. Nous, on défend la gratuité des transports publics pour tous. Et cette gratuité-là, essentiellement, dans un premier temps en tout cas, ce serait celle qui fait que, enfin, quand on a besoin de transport de la maison au boulot, il faut absolument la gratuité là-dessus, parce que ça soulagerait plein de gens. Ce serait une réponse sociale, mais ce serait aussi une réponse écologique, parce qu'il faut absolument sortir du tout voiture, du tout camion. Et il faut sortir de cette consommation d'énergie fossile qui libère, enfin qui fabrique des gaz à effet de serre. Donc voilà, nous ce qu'on dit, c'est qu'on peut sortir du nucléaire, développer l'énergie renouvelable, mais en même temps il faut faire des économies. Et donc au bout du compte, on se retrouverait forcément avec une politique de production d'énergie qui serait beaucoup plus rationnelle pour tous. Mais ça veut dire un service public sous contrôle de la population, et ça veut dire l'expropriation d'Areva, des multinationales comme ça, et de Total, parce qu'il faut encore une fois couper, enlever les moyens de nuire des capitalistes. C'est-à-dire qu'il faut se sortir de la logique productiviste et de course à la rentabilité. Donc ça, c'est le programme qu'on défend. Enfin, comme en avant, tout n'est pas dit. On ne peut pas tout détailler parce qu'il y a pas mal de choses aussi à dire. Mais voilà, donc après, évidemment, ce programme-là, il s'imposera parce qu'il y aura des batailles sociales, parce que la population s'emparera de ce programme. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que ça puisse se mettre en place dans le cadre d'une politique libérale. Donc c'est ça qu'on voudrait aussi discuter dans cette campagne électorale. C'est qu'on a un programme comme plein de gens, mais après c'est la question des moyens qu'on se donne pour pouvoir mettre en place ce programme. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, autant on dit qu'il faut dégager Sarkozy parce que c'est un peu la chose qui est accessible dans ces élections-là. C'est même le truc qui ferait beaucoup de bien à pas mal de monde. Et ça ferait un bol d'air, en tout cas, ça pourrait peut-être permettre de retrouver le moral pour certains et puis redonner envie de se battre. Mais donc Sarkozy et toute sa bande, il faut la dégager. Quand je dis toute sa bande, c'est les Morano, les Wauquiez, les Guéant, les Hortefeux, enfin chacun a son préféré peut-être, mais ils sont quand même assez imbuvables tous. Et donc voilà, le fait de s'en débarrasser, c'est pas uniquement pour faire joli dans un discours, c'est qu'il y en a besoin. Mais le problème, c'est qu'en se débarrassant du gouvernement Sarkozy, on sait aussi qu'on ne se débarrasse pas de la politique libérale. Parce que le problème aussi, il est là, c'est comment on peut stopper cette politique libérale, cette politique antisociale. Et malheureusement, on voit bien qu'avec la solution de rechange qui s'appelle Hollande, eh bien, on reste dans à peu près le même schéma. Et un schéma qui se retrouve complètement à respecter ces critères de diminution des déficits, cette question de la dette qu'il faut rembourser. Et derrière, on voit bien que c'est les budgets sociaux qui trinqueront, encore une fois. Donc il faut arriver à la fois dégager Sarkozy, mais en même temps dire clairement que le Parti Socialiste mènera lui aussi une politique libérale. On l'a vu avec Zapatero en Espagne ou Papandreou en Grèce, quand la gauche est au pouvoir en temps de crise, ça donne des plans d'austérité qui sont aussi brutaux que n'importe quel gouvernement de droite peut mettre en place. Donc il y a cette question-là qui se pose, c'est qu'il faut stopper la politique libérale, mais pour stopper la politique libérale, pour arriver à avoir une vraie politique de gauche, une vraie politique qui réponde aux besoins des populations, ça veut dire qu'il faudra l'imposer. Alors on a peut-être d'une certaine manière une première manche, c'est l'élection où on se débarrasse de ce gouvernement qu'on ne peut plus supporter et qui a assez fait de dégâts comme ça. Mais derrière, la question se pose dès maintenant de discuter d'une riposte unitaire de la population, d'arriver à reconstruire des tissus militants, d'arriver à reconstruire des solidarités et en fait à retrouver le moral, à retrouver la pêche pour pouvoir, parce que pour se battre, finalement, ça dépend aussi en grande partie de la perspective politique qu'on peut avoir et de cet espoir qu'on peut avoir de changer les choses, de sentir qu'on en a les moyens de les changer. Donc voilà, nous, ce qu'on défend maintenant, et c'est pour ça qu'on pense qu'il faut qu'on soit au premier tour aussi pour dire ça, c'est il faut s'adresser à l'ensemble de la gauche, au front de gauche, aux militants du PC, du PG, à la lutte ouvrière, mais aussi aux forces syndicales et aux militants associatifs. Il faut qu'on arrive à discuter de cette perspective-là, de reconstruire une riposte unitaire pour arriver à très rapidement à mener une bataille politique pour changer la donne.
Et je finirai sur les perspectives qui peuvent, parce que le fait de dire ça, c'est pas irréaliste, parce qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, enfin, en tout cas depuis l'année dernière, avec l'année 2011 qui a été une année plutôt un bon millésime hein, du côté des luttes et de l'espoir de changer les choses. Ça a commencé avec la révolte dans les pays arabes, avec des dictatures qui ont dégagé comme ça après quelques semaines de révolte populaire. On se souvient, c'était il y a un an, quoi, hein, la Tunisie, l'Égypte notamment. Et on a vu aussi la révolte en Grèce, hein, devant une situation qui était très grave, mais bon, mais voilà, il y a de la révolte, il y a des manifestations, des centaines de milliers de gens qui ont entouré le Parlement, enfin, qui ont essayé de se sortir de la crise en comptant sur eux-mêmes. Il y a le mouvement des indignés en Espagne, le mouvement des indignés aussi qui se développe comme aux États-Unis, avec 60 à 70 villes où on a vu des occupations, hein, des mouvements importants dont on n'avait jamais entendu parler, en tout cas aux États-Unis. En Angleterre aussi, le mécontentement social se renforce. Il y a des manifestations il n'y a pas longtemps défendant le service public, je ne sais plus combien c'était de personnes, mais c'était des manifs qui n'avaient pas... L'importance des manifs, ça n'avait pas été connu comme ça depuis 1979. Donc c'est pour faire mesurer aussi, quoi. En Belgique, au Portugal, il y a des manifs énormes aussi, où ça faisait des dizaines d'années où il n'y avait pas eu ces manifs-là. Donc il y a vraiment l'espoir aujourd'hui que le mécontentement social se renforce. Et aujourd'hui, on a certainement la possibilité de discuter de ça, de cette perspective-là, de convergence, parce qu'il va falloir qu'on mène une bataille à l'échelle de l'Europe, en tout cas, une bataille qui fait qu'il y ait convergence entre les luttes de tous les peuples européens. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à construire, parce que l'enjeu, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire avec tous les discours nationalistes, tous les discours protectionnistes, en voulant faire croire que finalement la meilleure des protections pour nous, ce serait de se retrancher derrière ses frontières ou de défendre une soi-disant industrie française ou une bonne économie française, c'est tout le contraire. La seule protection pour nous, c'est la solidarité internationale, c'est la convergence des luttes entre tous les peuples. Il faut arriver à se battre, construire une véritable Europe des travailleurs, une Europe des peuples contre les banquiers, contre les capitalistes, une Europe où on harmonise le droit social par en haut, où on arrive à discuter d'un SMIC européen, où on arrive à discuter d'égalité des droits sociaux pour tous. Et ça, c'est primordial parce que c'est à ce prix-là qu'on arrivera à imposer réellement une défense, une politique qui réponde donc aux populations et qui nous permette de sortir de la crise. Voilà, je voulais finir sur cette note qui est plutôt optimiste. Vous venez de suivre le meeting de Philippe Poutou qui avait lieu mardi soir à Nancy. Le candidat du nouveau parti anticapitaliste, crédité de 0,5 à 1% des intentions de vote dans les sondages. Très bonne journée à tous sur Public Sénat.